Pour beaucoup de féministes, la religion est un carcan qui oppresse les femmes. Donc voir émerger des femmes qui arborent un foulard fièrement et qui disent nous sommes libres, autonomes et libérés, forcément... Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, vous le savez, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bienvenue, bon dimanche à tous. Émission féminine et féministe ce matin. Je vais demander à mes invités de se présenter. Marie-Odette, c'est à vous. Bien bonjour, je suis Marie-Odette Mariam Pinero, je suis écrivaine et j'ai fait le choix féministe de ne pas faire le couscous. Oui, ça reprend le titre d'un de vos livres d'ailleurs. Hein, Tout à fait. ou les péripéties d'une musulmane voilée au pays de la laïcité. Tout à fait. La France. À côté de vous, c'est Malika Hamidi. Bonjour Malika. Bonjour, merci de l'invitation. Voilà, je vais vous demander de vous présenter également. Oui, donc Malika Hamidi, maman de 2 petites filles, auteure, docteur en sociologie, et j'ai fait le choix féministe de rester à la maison. Voilà. Et vous êtes là pour parler de votre livre qui vient d'être réédité aux éditions de l'Aube. Ça s'appelle Un féminisme musulman et pourquoi ? Point d'interrogation. Notre troisième invité s'appelle Daoula Salmi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, merci de m'avoir invité également. Très heureux d'être ici. Alors, vous allez vous présenter, comme les copines. Je vais me présenter. Donc moi, je suis executive coach HEC, formatrice en communication interpersonnelle et orale, également consultante en développement de compétences et d'affaires. Et je suis féministe. Pourquoi ? Parce que j'ai fait le choix de passer du salariat à l'entrepreneuriat pour être libre et vivre la vie que j'ai souhaitée et accompagner toutes les personnes à déployer leur potentiel. Et donc, j'ai créé mon entreprise il y a maintenant 2 ans. Et maman de 3 enfants, je l'ai fait quand j'étais enceinte de ma 3e. Très bien, donc si j'ai bien entendu, chacune a sa propre définition du féminisme d'ailleurs. Tout à fait. C'est ça. Ce matin. Alors un féminisme musulman et pourquoi c'est antinomique les 2 mots. Vous employez le mot oxymore. Alors le titre de l'ouvrage, Un féminisme musulman et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Point d'interrogation. D'abord. Moi j'avais mis pourquoi, j'avais pas mis le pas, vous voyez. Donc pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Voilà. Donc il faut quand même rappeler que le titre est tiré d'une phrase mythique et célèbre prononcée par Christine Delphi, grande figure du féminisme français, qu'elle avait prononcée donc à l'issue d'une conférence qui avait eu lieu au Trianon en 2005, il me semble. Et donc elle expliquait, donc après son expérience de féministe militante avec un groupe de femmes musulmanes, lorsque la loi qui était une loi contre le foulard en 2004 avait été votée et qu'il était une question de non pas de défendre le symbole religieux mais de défendre le droit de pouvoir faire ce que l'on souhaite de son propre corps. Donc Christine Delphi à ce moment-là collabore avec des femmes musulmanes. Nous étions tout un groupe de femmes musulmanes à l'époque, Ismaïl Chouder, Zahra Ali qui était d'ailleurs vice-présidente à l'époque. Et à l'issue de cette conférence, Christine Delphi explique que désormais nous pouvons établir un lien inextricable entre féminisme et islam, et elle lâche cette phrase, un féminisme musulman et pourquoi pas. Et donc j'ai souhaité lui rendre hommage. Vous parlez de cette conférence et de ce qu'elle a changé d'ailleurs dans votre livre. Alors ce qui est marrant, c'est que vous posez la question et pourtant vous expliquez que finalement on est déjà au féminisme musulman on est déjà au post-féminisme, oui. Et on est au féminisme musulman 2.0. Ça veut dire que nous on a vu passer toutes ces périodes et on s'était pas rendu compte qu'il y avait un féminisme musulman qui existait. Oui, d'ailleurs j'en parle dans le nouvel avant-propos donc de la réédition de l'ouvrage où j'explique qu'en fait on est à l'aube d'un post-féminisme musulman, un féminisme musulman 2.0 dans le sens où faut savoir que le contexte francophone est assez particulier. Comme je le disais hors antenne, dans le monde anglo-saxon, on ne débat plus de savoir s'il y a une compatibilité entre féminisme et islam, est-ce contradictoire, est-ce un oxymore ? Non, on est déjà passé à l'implémentation et la mobilisation sociopolitique sur le terrain de ce qu'est le féminisme musulman. Simplement, beaucoup de femmes, parfois, alors il y a celles qui ont un problème en termes de label, qui sont dans une démarche féministe musulmane sans le nommer, il y a celles qui l'assument avec audace, et puis il y a celles qui le vivent au quotidien sans forcément absolument prouver qu'elles sont féministes et musulmanes. Mais maintenant, si on déconstruit l'appareillage conceptuel du féminisme musulman, les femmes musulmanes d'aujourd'hui, cette nouvelle génération de femmes hybrides, subversives aussi, puisqu'elles sont subversives, elles font sauter les frontières qu'on voudrait leur imposer.
aujourd'hui dans la société, comme dans la communauté musulmane, avec des lectures parfois radicales, des lectures exclusivistes, conservatrices, que ce soit de la laïcité ou que ce soit à l'intérieur du cadre islamique. Ces femmes font voler en éclats cette sagesse conventionnelle à laquelle on voudrait les assigner, et elles disent nous sommes féministes et musulmanes. Aujourd'hui, ce qui se passe depuis 4-5 ans, ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, elles n'ont plus besoin de rajouter le label de musulmane. Elles se disent féminisme, elles font... Elles s'affranchissent de cette identité absolument musulmane pour dire au fond, nous allons vers cette solidarité féministe, vers cette solidarité intersectionnelle avec d'autres femmes. Nous n'avons plus besoin de nous identifier comme musulmanes, nous sommes féministes tout court. Et c'est pour ça que je parle d'un féminisme musulman 2.0. Il y a des intellectuelles musulmanes qui préfèrent le label, par exemple, femme croyante, et qui refusent qu'on dise d'elles que ce sont des féministes. Si on devait le définir, qu'est-ce que c'est que le féminisme musulman ? On peut demander à Daouda de le définir. Alors moi, je vais vous présenter ce concept-là plus sous un prisme psychologique, j'ai envie de dire, ou même psychospirituel. Dans la notion de féminisme, je pense, et je le constate à travers mon expérience personnelle, professionnelle et sur le terrain, qu'il y a une notion de liberté, qu'il y a une notion de présence, qu'il y a une notion de message et qu'il y a une notion d'impact personnel. En tout cas, il y a une notion de transmission et d'utilité au monde. Donc on est dans un rapport avec soi et avec les autres. Et donc il est forcément lié, et pour moi interlié avec le leadership. Clairement. C'est une manière de prendre sa place et de l'assumer de manière décomplexée en portant sa propre authenticité et l'assumer. Parce que prendre sa place, ça sous-entend un travail sur soi très profond, parce qu'on est forcément sous le regard des autres, mais on transmet un message. Il ne faut pas oublier que quand on porte cette croyance d'être féministe, on est toujours au service d'un message. Et que du coup, notre personne disparaît. On reste au service d'un message. Et c'est très important, du coup, d'avoir cette notion de place. Et alors, c'est quoi le message du féminisme musulman ? Alors, je pense qu'il y a autant de messages que d'êtres humains sur Terre. Et en tout cas, là, en l'occurrence, on peut parler de femmes ou pas, parce que je pense que le féminisme a besoin des hommes, et les hommes ont besoin des femmes. C'est une cause qui les relie. C'est une cause fédératrice. Et le message, c'est d'être traité de la meilleure des manières en fonction de ses aptitudes et de ses prédispositions. Marie-Odette, quelle définition est-ce que vous donnez au féminisme musulman ? Eh bien moi je suis tout à fait Daouila, c'est Daouila, excuse-moi. Oui, bien sûr, c'est ça, Marie-Odette. Effectivement, on veut avoir un impact tout en assumant en fait notre foi. Et moi je la mets en avant dans mon livre, puisque le titre même est « Je suis musulmane voilée et non, je ne sais pas faire le couscous ». D'ailleurs, je pense que j'ai changé le titre parce que j'ai croisé l'imam Mamoun tout à l'heure, qui m'a fait tout un speech sur mon titre. Donc, je pense que je vais plus mettre de titre et chacun se fera sa propre opinion sur ce qu'est une féministe musulmane ou pas. Et donc voilà, c'est s'assumer, avoir un impact, voilà, sur la société, au même titre que l'homme. Voilà, tout en assumant notre différence par rapport à l'homme. Voilà. En quoi est-ce que le féminisme musulman questionne la nature qui est hétérogène, homogène du féminisme ? Alors, simplement, si je peux rebondir par rapport à la définition du féminisme musulman, et si juste je peux me permettre par rapport à ce travail de terrain que j'ai pu faire dans le cadre de cette thèse doctorale, c'est de rappeler qu'il y a deux projets en fait dans le cadre du féminisme musulman, qui est d'abord la déconstruction des interprétations misogynes, sexistes de certains versets. Donc c'est une relecture des textes. Alors on peut lui donner plusieurs appellations. Ça c'est le travail de qui ? C'est le travail de. Alors selon moi, c'est le travail des théologiennes, des personnes qui sont outillées en sciences islamiques, hommes et femmes. D'ailleurs, nous avons un intellectuel, Naïm Jinnah, qui propose un cadre méthodologique d'approche des textes. Donc, c'est un homme qui s'inspire de la pensée de Fazlur Rahman, qui était un intellectuel du XXe siècle d'origine pakistanaise. Et il propose de combiner les outils méthodologiques musulmans, donc des sources scripturaires, aux outils de Paul Ricoeur, qui est un linguiste, penseur, et bien donc connu. Bien connu. Donc, il fait une proposition d'approche des textes,
méthodologie d'approche des textes pour faire émerger cette herméneutique féministe en islam. Donc c'est extrêmement intéressant. Ce sont des hommes. Donc c'est important de le rappeler, comme l'a rappelé Dawila et Marie-Odette. Ce n'est pas un féminisme contre les hommes, mais avec les hommes. Et puis la deuxième approche, le deuxième axe autour duquel se traduit le féminisme musulman en Europe francophone, je tiens à distinguer, c'est vraiment la lutte contre toutes les formes de discrimination que vivent les femmes aujourd'hui, toute forme de domination, qu'elles proviennent des institutions, des âmes, des hommes ou même des femmes elles-mêmes. Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut être féministe musulmane pour de nombreuses féminines, alors je mets entre guillemets occidentales, alors qu'elles disent et elles voient en l'islam un opposant majeur au mouvement féministe? En fait, il y a toute une histoire, c'est-à-dire que les féministes se sont longtemps battues contre le carcan religieux qui oppressait. Souvent, on nous présente la laïcité comme l'apanage des droits des femmes, ce qui est absolument... c'est une erreur, puisque la loi de 1905 n'est pas cette néo-laïcité, pour reprendre les termes d'Émile Poulain, qu'on voudrait nous présenter aujourd'hui. La laïcité n'a jamais écarté les femmes croyantes, voilées, de l'espace public. Des nonnes se promenaient dans les rues avec leurs foulards, ça ne posait pas problème. Donc nous, en tant que femmes musulmanes, on doit pouvoir dénoncer cette approche exclusiviste, anticléricale de la laïcité et promouvoir cette laïcité apaisée, universelle qu'on souhaiterait voir émerger. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce qui est problématique, et je reviendrai à votre question, c'est que cette visibilité croissante de ces femmes dans l'espace public est problématique parce qu'aujourd'hui, on voit des femmes voilées partout, y compris là où on ne s'y attend pas, dans la mode, dans le sport, dans les banques, dans tous les l'entrepreneuriat aussi. Dans l'entrepreneuriat, de plus en plus de femmes musulmanes voilées sont entrepreneuses. Et là, ça déconstruit toutes les grilles de lecture que certaines femmes musulmanes, que certaines féministes du mouvement mainstream ont. Les féministes, vous n'avez pas répondu à ma question. Comment est-ce que ça interroge, en tout cas le féminisme musulman, ça interroge les féministes, on va dire classiques et occidentales, qui par définition pensent que l'islam est contre les femmes. Oui. En fait, donc, pour beaucoup de féministes du mouvement mainstream, la religion est un carcan qui oppresse les femmes. Elles se sont longtemps battues contre le religieux dans l'espace public. Donc, voir émerger aujourd'hui, au XXIe siècle, des femmes qui arborent un foulard fièrement et qui disent nous sommes libres, autonomes et libérés, forcément ça déconstruit toutes les grilles de lecture, ça déconcerte, ça inquiète et pourtant ça devrait être rassurant. Mais là j'ai répondu. Oui, mais on voit dans votre livre que c'est quand même très difficile à définir de manière concise que le féminisme musulman. Alors moi même chez les intellectuels, même chez les féministes. Il n'y a pas de définition en réalité claire. Il n'y a pas de définition. En fait, alors, dans le cadre de mes recherches, moi, je me suis inspirée de la définition de Margot Badran qui dit qu'en fait, c'est un discours et une pratique qui s'articulent autour d'un paradigme islamique, car le Coran, les sources scripturaires sont porteurs d'un message égalitaire. Le Coran est porteur des éléments éthiques et moraux pour aller vers une égalité entre les gens. Il suffit simplement de prendre les sources scripturaires dans leur essence, en fait. Tout à fait. Et donc, l'islam est féministe. Je suis moi-même convertie. Et Marie-Odette dit que l'islam est féministe. Et tout à fait. La femme, elle a quand même une place spéciale. Déjà, le Coran est venu interdire d'enterrer les filles vivantes, par exemple, qui était une pratique à l'époque. Donc, est déjà venu interdire ceci. Aïcha, qui était la femme du prophète, qui avait une place spéciale. Je veux dire, le prophète la mettait tout le temps en avant, à l'honneur. Khadija, pareil, toutes ces femmes, il les mettait à l'honneur. Sa propre fille Fatima, etc., il les mettait à l'honneur et devant les hommes. C'était pas des pratiques qu'il cachait chez lui. Non, c'était devant tout le monde. Il les embrassait devant tout le monde. On le retrouvait des fois avec sa tête sur les cuisses de Aïcha, alors que les compagnons arrivaient. Et pour autant, il changeait pas de position en se disant c'est la honte. Non, voilà. Donc il assumait en plus. Donc les femmes, pour moi, c'était... Et c'est vrai qu'en tant que convertie, en fait, qu'ex non musulmane, c'était une grosse découverte pour moi. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas musulman, on a l'impression que l'islam est justement misogyne. D'accord, mais on peut vous trouver autant d'exemples qui disent que l'islam est féministe et autant d'exemples qui vont vous dire qu'il ne l'est pas. Après, c'est peut-être dans les pratiques, je pense. C'est plus dans les pratiques et dans les cultures. Et dans les interprétations du texte. Dans les courants aussi, il y a une notion aussi
très religieuse, mais après ça peut nous dépasser. Mais je pense réellement, moi en tout cas à titre personnel, qu'il n'y a pas de définition. Après, Du féminisme musulman, c'est ça? Je pense qu'il n'y en a pas parce que une définition précise. Nous sommes des femmes différentes, avec une complexité différente, mais en tout cas, et là je pèse mes mots, en tout cas l'islam est profondément libérateur. C'est un message profondément libérateur, surtout pour la femme, parce qu'il lui permet de s'élever, de s'éveiller, de se déployer vraiment, de se dévoiler, mais pas comme on l'entend en Occident. Et je pense que le fait d'imposer une seule définition du féminisme, c'est liberticide en réalité, parce que dès qu'on sort de cette définition-là, on nous octroie nos droits que justement cette religion nous offre. Donc nous imposer une seule définition et dire que c'est la définition occidentale qui est la meilleure, ça va à l'encontre même de ce qu'on essaie de nous faire croire dans la laïcité. On ne peut pas prôner des valeurs et avec les mots jouer, vous voyez, et nous empêcher justement d'être libres. Le Book Club de Beurre FM, on parle du féminisme musulman ce matin avec mes invités. Alors il y a Malika Hamidi qui est avec nous. Je rappelle que votre livre vient de ressortir, Un féminisme musulman, et pourquoi pas aux éditions de l'Aube. C'est d'ailleurs une thèse que vous avez soutenue d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Parfois j'ai vu que vous vous définissiez comme une afro-féministe musulmane de la diversité. Ah oui, parce que ça complique l'appellation. Oui, c'est ça. Et en fait, finalement, on fait le jeu de ceux qui voudraient que nous nous identifions systématiquement, parce que ça rassure, en fait. Afroféministe, oui, parce que je suis d'Afrique du Nord et que j'ai un grand amour pour mon pays, pour l'Afrique, et je crois qu'il ne faut pas l'oublier, mais aussi parce que, d'ailleurs, je renvoie à un très chouette article de Ndella Paye, où justement elle se définit aussi comme afroféminisme. Alors, elle est noire, donc black, afroféministe musulmane, parce qu'il ne faudrait pas oublier que nous sommes africaines, mais ça renvoie à tout ça renvoie à tout un débat qu'on a eu entre les afroféminismes et les féminismes musulmans. C'est complexe, mais j'assume et je tiens à cette Vous êtes d'origine algérienne. Et je suis d'origine algérienne. Et vous revendiquez votre africanité. Voilà. Et vous le ressentez dans les gènes de l'algérienne. Voilà. Bon. Marie-Odette, non, ça vous parle pas, ça. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis d'origine portugaise. Voilà. Marie-Odette Mariam Pinheiro, qui est avec nous. Et c'est vous qui ne faites pas de couscous. Non, toujours mon mari le fait très bien et je lui laisse donc l'honneur de continuer à le faire. Qu'est-ce que vous faites bien comme plat? Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites bien comme plat? Ah, qu'est-ce que je fais bien? Le bacalhau, la morue. Voilà. Là, les clichés, tu sais, les grands clichés. Sinon, jambon purée, je fais très bien le jambon purée. La question, c'est savoir, est-ce que vous faites du dikr quand vous préparez la morue? En fait, c'est parce que vous savez que ça n'a pas le même goût. Oui, c'est Malika qui disait ça. Mais figurez-vous. Malika dit que quand elle fait la cuisine et qu'elle fait du dikr dedans, son mari sent la différence. Voilà. La saveur est différente. Moi, je le faisais déjà sans savoir. Il paraît que c'est un hadith et je le savais déjà sans le savoir. C'est béni, ça bénit nos actions. Ouais, c'était déjà inné. Voilà. Dawila Salmi est avec nous. Vous êtes executive coach à HEC. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que je fais de l'accompagnement donc individuel et collectif en entreprise et aussi auprès des particuliers sous forme d'ateliers, de formation. Il y a à la fois du coaching d'équipe sur des sujets comme l'affirmation dans son leadership, sur les postures managériales. Il y a aussi, bien évidemment, la conduite du changement, qui est un élément central en entreprise et même à titre individuel, parce que nous sommes tous des êtres vivants en perpétuel changement. Il faut savoir que rien n'est permanent sauf le changement. Et il y a aussi des notions d'intelligence émotionnelle. Rien n'est permanent sauf le changement. Ouais. Ce n'est pas de moi. Ça, c'est sûr et certain. Ce n'est pas de moi. Ouais. Mais en tout cas, ça m'inspire. Oui, voilà, ça m'inspire parce que c'est une réalité, j'ai envie de dire, systémique, et on fait partie d'un tout qui évolue. Donc le changement est une force, en réalité, motrice, avec laquelle il faut avancer, tout simplement. Ça fait partie de notre processus, même dans notre vision, dans la manière dont fonctionne notre cerveau. Il a besoin d'une vision, et quand on parle de vision, on parle de mission de vie, on parle d'action à planifier, et donc on en revient encore à tous ces ponts entre le féminisme et le leadership, à l'impact que l'on veut donner à sa vie avec les autres. On en revient toujours à ce processus de développement individuel, qui est le leadership, au service d'un processus de développement collectif. Ça, c'est fondamental. Bon, vous avez fait des grandes écoles.
Oui, Dauphine. Oui, Dauphine. Donc à la base, moi, je viens d'un univers très financier. J'ai évolué pendant 10 ans dans des postes opérationnels et managériels où la performance est au centre de ma vie. Donc j'ai passé de très belles années. Donc j'ai pu justement aujourd'hui... Avec un salaire confortable, une carrière et un avenir confortable. Tout à fait. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez tombé dans le féminisme ou pas ? Alors moi justement à cette époque-là j'avais en tout cas moi mes propres paradigmes de ce féminisme-là, ce qui était pour moi de faire une grande carrière, donc je l'ai choisi. Moi je suis également d'origine algérienne, d'une petite région qui s'appelle la Kabylie. Donc alors, attendez. Je ne voudrais pas me mettre mal avec une grande partie de nos auditeurs d'une très belle et très grande région d'Algérie qui s'appelle la Kabylie. Voilà. Oui, non. Et vous avez très fière. les drapeaux, les filles, là Non, je l'ai pas ramené. Non, mais voilà. Ils ont été interdits les drapeaux berbères pendant la manifestation. Ouais. Voilà. Après, moi, je suis l'enfant du monde, donc j'ai bien évidemment mes racines berbères, donc je suis pas de culture arabe. À quel moment le féminisme vous rattrape ? Mais moi, j'ai toujours été dans le militantisme, toujours depuis que j'ai 16-17 ans, et c'est d'ailleurs dans ce parcours-là que j'ai découvert la spiritualité musulmane. C'est dans ce parcours-là. Donc, ça a toujours saupoudré ma vie. Donc, ça a toujours mis du sens dans ma vie, d'être dans l'associatif, dans l'engagement, de faire partie d'un tout et d'un message, et de porter des messages. D'accord. Donc, mais pour être plus précisément, à partir de quel moment vous avez accolé ces deux mots, féminisme et musulman ? Depuis toujours, je pense. Depuis toujours. Depuis toujours. À partir du moment où on est femme, on a des aspirations, on a des objectifs personnels, mais pas égocentrés non plus. D'accord. Qui doivent être utiles. Ouais. Malika, vous avez commencé par des écoles d'anglais. Vous avez fait que... Oui, moi des études d'anglais. J'ai fait des études d'anglais. Si vous m'intimidez, c'est pour ça que je l'appuie. J'ai étudié à l'université de Créteil, où j'ai fait des études d'anglais, j'ai fait une licence d'anglais. Puis, à l'issue de cette licence, j'ai décidé finalement de revenir au travail social, en fait. Et ça vous a épanoui ou pas ? Alors, j'ai passé mon diplôme d'État. J'ai travaillé, j'ai fait un stage de 6 mois en Belgique puisque j'ai changé de pays, donc problème de reconnaissance de mon diplôme. Néanmoins, j'ai pu faire un stage de 6 mois dans un centre à l'époque qui accueillait des réfugiés politiques. Et puis, problème donc de reconnaissance des diplômes. Je suis tombée enceinte, j'ai eu ma première fille, j'ai fait un master donc à Lille. Là encore, Erasmus, toute cette reconnaissance des diplômes européens n'existait pas. Donc, je me suis retrouvée à aller étudier à Lille en master. Et puis là, j'ai eu la chance de rencontrer des directeurs de mémoire qui, à l'époque, en 2004-2005, m'ont poussé de m'engager sur la question du féminisme musulman. Et j'aimerais aussi... Donc, vous êtes devenue une des porte-parole, hein. Alors, on nous a encore une fois une étiquette qu'on m'a accolée, mais bon, une des voix, une des figures. Je pense qu'il y a toute une pléthore d'activistes visibles ou non visibles, de féministes musulmanes. Mais en tout cas, c'est lors d'un colloque à l'UNESCO en 2006, dont le débat était modéré par Alain Grèche, qui m'a alors suggéré de m'engager dans la voie d'un travail scientifique sur la question. À l'époque, on était en plein dans les débats liés au foulard. Et il m'avait suggéré, donc il m'a fait l'honneur de préfacer l'ouvrage un petit peu dans cette perspective d'encouragement aussi. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le débat. À vous approprier le sujet. Marie-Odette, vous, à quel moment vous avez accolé les deux mots ? Parce que vous avez eu plusieurs vies. Oui, j'ai eu plusieurs vies. Eh bien moi en fait, ça fait... En fait depuis que je suis voilée, j'ai senti que j'avais un message à transmettre et que justement je trouvais que ça collait tellement pas ce que je vivais avec ce qu'on disait de moi à l'extérieur, que la société voulait bien dire de moi, que ça faisait 20 ans que je sentais que j'avais un message à transmettre, mais j'étais entrepreneur, moi aussi j'étais chef d'entreprise, ça fait 20 ans. Parce qu'en fait, on m'a poussée vers la porte de sortie du salariat à partir du moment où j'ai été voilée. Donc voilà, donc j'ai monté ma boîte avec mon mari. Voilà. Une aubaine. Donc ça fait 20 ans, c'était une aubaine, effectivement. C'est une super opportunité finalement. Mais finalement, je m'y épanouissais pas du tout. Et du coup, je sentais que j'avais toujours ce message à transmettre. Et j'ai mis mes livres, en fait, j'en ai écrit 2 qui m'ont été inspirés il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et c'est là que j'ai compris que j'avais ce message à transmettre, qu'en fait, on peut être musulmane, féministe, voilée, épanouie, et que pour nous, avant tout, notre voile ou notre foulard est une source d'épanouissement. Et c'est en ce sens qu'on peut être féministe, parce qu'en fait, on est ce qu'on est, on est aligné avec nos valeurs, avec notre foulard, on est aligné, et puis on est bien. Voilà, tout simplement. Alors ça, c'est une question qui revient sans cesse, c'est la question du foulard.
vous dites que c'est une source d'épanouissement, alors que pour les féministes traditionnelles, Voilà. c'est plutôt l'inverse. Tout Au à contraire, fait. c'est un signe D'oppression. de soumission, Oui, tout à fait. Tout d'asservissement. à fait. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire récemment sur un groupe Facebook d'écrivains, où j'ai été très mal reçue quand j'ai voulu parler de mon livre, où effectivement on me critiquait en me disant que c'était une oxymore d'accoler féminisme et islam. Enfin voilà, bon. Mais en fait, c'est parce que ça, c'est le propre regard des gens, mais c'est à eux. Et c'est ça, en fait, je voudrais changer ce regard-là à travers mes livres, en fait. Parce que c'est leur propre regard et qu'ils tiennent en fait de tout ce qu'ils entendent dans les médias. La plupart du temps, ils connaissent même pas de musulmans. Mais moi, j'avais une mauvaise image auparavant, je dois le dire. Mais je connaissais aucun musulman. Et c'est une fois où j'ai enfin côtoyé des femmes, mais elles sont formidables, les femmes, elles sont vraiment investies dans la communauté. La plupart sont entrepreneurs, parce qu'effectivement, elles n'ont pas de place dans le monde du travail, de toute c'est tant façon. mieux. C'est pas toujours un choix, il faut quand même le dire. Voilà, tout à fait. Des fois, c'est... Même si ça l'est de plus en plus aujourd'hui, Oui, souvent des fois, les c'est femmes pas un sont choix. entrepreneurs parce qu'effectivement, elles ne trouvaient pas leur place dans le salariat. Tout à fait. D'où l'opportunité. Mais c'est une se opportunité. faire une place ailleurs. Effectivement, tout à fait. Pour, Ce fameux voile, finalement, Voilà, ce fameux voile. Hein Ce voile. celui-là qui est comme le disait Marie-Odette tout à l'heure, un signe de libération. Comment se fait-il et comment est-ce qu'on peut changer ce regard en faisant justement un symbole de libération ? Alors, si je peux me permettre moi de répondre déjà dans ce que j'aimerais moi dire à ces femmes-là, ces personnes-là, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont la même pensée que le voile, parce qu'il y a une espèce de fantasme aussi derrière cette notion de voile, c'est qu'il y a aussi une notion de projection, c'est la manière dont eux-mêmes perçoivent en fait la femme et qui pourrait être un instrument peut-être toujours qui va cheminer en tout cas vers un corps, vers un fantasme, vers autre que sur la compétence, enfin qu'importe, mais en tout cas ils ont quand même une définition et en tout cas une image, une vision, en tout cas une espèce de peinture. Ils imaginent la femme d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, on leur dit, bah non, la femme aussi, elle peut aussi s'exprimer par la voix orale, sans forcément faire jouer son corps. Donc aujourd'hui, le voile, moi en tout cas de la manière dont moi je l'ai vécu, je l'ai porté très tardivement, contrairement à Malika et de ce que je comprends. Ouais, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Moi, ça fait qu'1 an. C'est tout frais, 1 an et demi. Donc en toute honnêteté, j'avais jamais forcément pensé le mettre. Ouais, c'était quelque chose pour moi qui était, on peut très bien vivre sa foi sans forcément se couvrir ce morceau de cheveux qu'on a. Voilà, je pense que beaucoup aujourd'hui de musulmanes qui cheminent vers le voile ont ce processus de réflexion. Et donc, mais par contre, voilà, me rapprocher du divin, choisir ma soumission. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est soumis à des lois, ce qui est normal, mais on est aussi soumis à des dictates, clairement, esthétiques. On est soumis aussi à la religion du soi parfait. On le voit avec, les grossièretés qu'on peut trouver dans les réseaux sociaux. Donc, on a une image de la femme aujourd'hui très, très instrumentalisée. Et moi-même, je l'ai été quand j'ai fait carrière, quand j'ai évolué. Moi-même, je suis rentrée dans ce processus-là d'image, pensant que j'en étais libre, pensant en tout cas que je contrôlais tout ça, mais sans réellement m'écouter et me connecter à ce qui faisait sens. Et quelque chose qui fait résonance chez moi, quand tu parles, Marie-Odette, c'est sur, à un moment donné, le message. C'est-à-dire que moi, au bout de 15 ans en finance, j'ai fait des boîtes de brokerage, de tout ce qui était assurance, finance de marché, finance d'entreprise. J'avais un message à transmettre, donc je le transmettais au travers de mon travail. Donc dans la relation, j'étais très à l'aise moi dans la relation, c'était justement... Mais c'était quoi votre message à ce moment-là ? Fédérateur, concilier, pousser les gens à se développer. J'avais, j'aime beaucoup écouter et ensuite essayer d'extraire l'essence de la personne, essayer de dénouer un peu les nœuds. Pendant 10 ans, je me suis formée en cachette, limite. Moi, la psychologie, je prenais mes bouquins chez moi. Mais pas au niveau de la finance, pas au niveau d'autres métiers. Non, c'est-à-dire que dans mes rapports, dans mon travail avec mes clients, j'avais un très très bon relationnel, donc on parlait très business, donc voilà, il y a une partie commerciale, il y a une partie technique. Donc aujourd'hui, ça me sert dans tout ce qui est business coaching, quand j'accompagne les entrepreneurs à monter leurs projets, ça me sert énormément, la partie juridique, fiscale, financière, ça me sert, donc j'ai pas du tout perdu mon temps, mais pour autant, je sentais que ce que j'avais à dire était beaucoup plus grand et je me sentais pas utile. Et moi, je suis rentrée complètement dans un processus de burn-out, c'est-à-dire un désintérêt total pour ma fonction. C'est-à-dire que le week-end, je rentrais épuisée, je voyais
plus trop mes enfants. Et je me suis à un moment donné remis en question sur le sens que je voulais donner à ma vie et surtout à ma matière grise. Et je me suis dit, mais voilà, Daouila, tu donnes ta matière grise, toute ta matière grise, tu la donnes pour une entreprise qui construit des rêves. Mais toi, quel est ton rêve? Et je me disais toujours plus tard. Mais après, il faut faire attention. Parfois, le plus tard ne se réalise jamais, donc il faut faire très attention. Et c'est un voyage, moi, spirituel. Vraiment un voyage spirituel qui, dans ma quête... Où ça? À la Mecque. J'ai fait le pèlerinage. Ça fait des années que je voulais le faire. Et le grand ou la Le grand. Le grand. Ah ouais. Le grand, celui qui nous confronte à notre ego. Celui qui nous emmène dans les tentes où on est seul avec soi-même, seul avec les autres et où on est censé avoir un comportement exemplaire pour satisfaire justement celui qu'on est venu rencontrer. Et je suis partie sans me dire je vais porter le voile. Je suis vraiment partie comme ça en me disant je le fais, c'est mon 5e pilier, c'est une obligation. J'étais en congé maternité, j'étais en reconversion professionnelle, j'étais en train de me former chez HEC pour devenir executive coach. Je m'étais déjà formée sur plein d'outils, PNL, sens comportemental, process.com, mais en fait je faisais pas le pas. Vous savez, ce fameux on passe pas à l'action. On est formé, on a ce petit syndrome d'imposteur, on attend. Et là une route s'est offerte et je l'ai fait. Et quand je suis rentrée, c'était impossible pour moi de le retirer. Parce que là-bas, ce qui s'est passé, c'est qu'en me voilant, Dieu m'a dévoilé vraiment des blocages et surtout le sens caché des choses apparentes. Et j'ai compris énormément de choses en moi, vis-à-vis des autres. Et là, ça a été vraiment pour moi le dévoilement de mon être profond pour devenir ce qu'il est vers son déploiement. Le book club de Beurre FM consacré aujourd'hui au féminisme musulman avec mes invités, Malika Hamidi qui est avec nous. Je rappelle la ressortie de votre livre en poche, qui s'appelle Semi-poche. Semi-poche. C'est-à-dire que c'est à moitié cher. C'est moins cher et donc plus accessible. C'est moins cher. Je tiens à remercier ma maison d'édition de me permettre cette réédition. Les éditions de l'Aube, Oui, ça s'appelle tout à Un fait, féminisme génial. musulman et pourquoi pas. Marie-Odette Mariam Pinheiro est avec nous. Alors vous avez écrit « Je suis musulmane voilée et non, je ne sais pas faire le couscous ». N'écoutez pas l'imam Abdelali Mamoun qui vous dit que de changer votre titre. C'est un très bon titre et qui correspond à ce qu'il y a dans votre livre. En parce plus. que vous l'avez lu, contrairement à lui. Non, voilà. Mais il lit d'autres livres. Et puis Il pas les mêmes. Daouila Selmi est avec nous, exécutive coach HEC. Vous accompagnez les femmes notamment qui veulent se lancer et qui veulent renforcer leur leadership. Alors, tiens, vous voulez nous donner un scoop, Marie-Odette? Ouais. Ou pas? Parce que vous savez, à la radio, une fois que c'est dit, si vous Réfléchis, voulez. hein. Ouais, parce qu'après, on va dire, tiens. Non, parce qu'en fait, effectivement, Daouila disait qu'on avait une certaine image de la femme libre, féministe, etc., avec certains dictats du corps, etc. Et moi-même, je suis tombée, j'étais dans ce panneau-là, puisque moi, le scoop, c'est que j'étais nudiste. C'est incroyable. Ah oui, effectivement. Voilà, j'adore. Voilà, parce que j'ai Non, pas Marie-Odette, toujours été musulmane. non, mais il faut me le dire avant, ces choses-là. Vous étiez au Cap d'Agde? Non, c'était Arcachon. Voilà, il y avait une petite plage de nudistes. Tout Donc est possible. voilà, je faisais du nudisme. Et donc moi, c'était ma vision, effectivement, de la femme libérée, c'était ça. Et donc c'était le foulard, c'était vraiment aux antipodes Incroyable. de cette vision-là. Et en fait, je me rends compte que à présent, je me sens plus libre maintenant avec mon foulard qu'à l'époque toute nue, en fait. Voilà, Intéressant. parce que je me sens alignée et puis. Voilà, je me sens alignée pour quelqu'un, pour quelque chose de beaucoup plus grand. Ouais. Voilà, et c'est ça, c'est la soumission Bonheur, dont tu ouais, parlais, c'est ça. voilà. Ouais, ouais. Donc je me voile pour dévoiler l'essentiel en fait finalement. L'essentiel. Et voilà. C'est magnifique. Mais Vous êtes dubitatif. non, je suis pas. Alors non, je En suis. fait, on est tous. Non, je suis pas dubitatif. sidérés. Ce que je trouve que c'est Je ce qui pense est que tu intéressant. dois être la seule comme ça. C'est non, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres des nudistes, mais on n'a De pas, nudistes au voile. on n'a pas les noms. Mais non, mais c'est intéressant parce que finalement c'est un cheminement. Mais complètement, complètement. C'est ce que je disais. En fait, on se réveille pas un matin en se disant aujourd'hui je vais me voiler. Ah ouais, ouais. C'est vraiment, c'est un beau jour, c'est un appel. Et on commence pour Daouila, c'était la Mecque, donc elle a commencé à mettre son foulard. Moi, c'est pareil, j'avais commencé un hiver, j'avais commencé à mettre ma cagoule. Je sais pas pourquoi, il faisait froid, je mettais une cagoule. Et arrivé au printemps, j'arrivais plus à enlever cette cagoule-là. Et puis il faisait beau, il faisait chaud, un jour de mars. Je me suis dit, mais je vais avoir l'air ridicule avec ma cagoule. Mais j'arrivais pas à l'enlever. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais mettre mon foulard. Ça faisait 1 an que cette idée me trottait dans la tête.
Et là, je me suis dit, bah voilà. Oui. Et voilà. Mais on se lève pas un matin en se disant, je vais me voiler. Tiens, si je me voilais aujourd'hui. Il y a quand même une construction intérieure importante, Mais parce qu'on est quand même en France, surtout en France, c'est Oui, quand même un tout petit à fait. pays qui fait beaucoup de bruit, je trouve. Tout à fait. Et qu'on est un peu la risée du monde, hein. Faut quand même le savoir. C'est quand même un bout de tissu qui enflamme les plateaux, les médias et les infos. Mais bon, il y a des SDF dehors, il y en a qui mangent toujours pas à leur faim. Mais bon, tout va bien, hein. C'est le problème qui demain expliquera la mauvaise météo, hein. Vraiment, on en est là en France. Mais faut être très comment dire, en sécurité intérieure, très fort intérieurement pour justement supporter. Moi, clairement, j'avais peur. Je l'ai porté à 37 ans. Vous voyez le processus de déconstruction et même de l'image que j'avais de moi-même. La première fois que je me suis couverte et que je suis rentrée en France à l'aéroport Charles de Gaulle, c'était plus du tout les mêmes regards que j'avais en Arabie Saoudite, vous voyez. Et puis on était dans un environnement très bienveillant et j'avais acquis un tel bonheur intime en moi que c'était très précieux en fait, très 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 précieux. Mais il fallait aussi répondre aux attaques. Il y a aussi des attaques même très proches de nous. Il y a aussi même le regard qui change vis-à-vis de sa famille. Il faut savoir y répondre. Il faut être très fort intérieurement, psychologiquement. Donc ça se travaille. Donc dire aujourd'hui que le voile est un outil de soumission, qu'on nous l'impose, etc., je trouve ça aberrant en France. Aberrant. Oui, parce qu'on se bat pour le porter, limite. C'est quand même... Je ne veux pas qu'on fasse une émission que sur le voile. Oui. Merci Sinon, Philippe. on va tomber sur le piège, exactement. on va dire courant. Il existe un courant féminisme musulman en France. Comment est-ce qu'il est né ? C'est récent ou c'est moins récent qu'on le pense ? Moi, je voudrais quand même dire deux choses par rapport au foulard qui me paraissent essentielles, mais je vais aller straight to the point. J'ai compris que de toute façon, vous répondez toujours à ma question et vous ne répondez pas parce que vous l'avez oublié quand vous avez dit ce que vous voulez dire. Alors Malika, allez-y. Voilà, juste deux choses. D'abord, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les réactions de mes deux amis et collègues. Il faut quand même rappeler que ce n'est pas le voile qui fait la musulmane. Je pense qu'il faut le rappeler à nos auditrices. Hein. Nous sommes tous d'accord et toutes d'accord ici pour dire que effectivement, il y a un consensus majeur par rapport aux savants et sur la prescription de porter le foulard islamique, mais il y a des femmes qui ont fait le choix de ne pas le porter, il y en a qui sont en cheminement, etc. Et ça ne fait pas d'elles des moins bonnes musulmanes. Donc je crois qu'il faut le rappeler. Très et la important. deuxième chose, c'est par rapport au contexte social français, c'est que dans l'histoire de l'Europe, le corps de la femme a toujours été un champ de bataille en temps de crise. Donc c'est pas anodin. Même. Qu'on nous ait sorti les affaires de foulard le mois de novembre, alors qu'on est en pleine crise avec notamment les réformes. C'est un outil même de déstabilisation géopolitique. C'est un outil de déstabilisation des géopolitiques. Ça a toujours existé depuis la nuit des temps. On déshabillait les femmes pour avoir un contrôle sur le gouverneur, pour avoir un contrôle sur le peuple, etc. C'était aussi un moyen de mettre pression sur... Donc ça a toujours été instrumentalisé. Voilà. Les femmes algériennes en 1958 à Alger. Bon. Comment est né le courant féminisme musulman ? Alors, je crois qu'il n'est pas né du jour au lendemain. C'est un peu comme le foulard. Il n'est pas né du jour au lendemain. Mais par contre, on l'a théorisé, on a mis des mots sur un courant qui, à un moment donné, il a fallu nommer une nouvelle militance chez les femmes musulmanes qui, tout à coup, étaient éduquées, intellectuelles, et qui se sont appropriés le texte. Citons, et donc je cite toutes ces actrices dans l'ouvrage, Emina Wadoud, dont je rappelle, qui avait dirigé la prière, enfin en tout cas, elle avait, avant d'avoir dirigé la prière en 2015, elle avait écrit des ouvrages très intéressants, très percutants. L'imam de la mosquée... Voilà, de New York. Le Coran et les femmes. Donc, elle a produit intellectuellement, elle a proposé des nouvelles interprétations, elle comme d'autres, Asma Barlas, Rifat Hassan, etc. Je les cite dans l'ouvrage. Donc, je reviens sur ces actrices qui ont pensé la théorie de ce mouvement de pensée et d'action. Et puis, effectivement, tout était en langue anglaise. Donc, moi, c'est vrai que le fait d'avoir étudié l'anglais m'a permis d'avoir accès à ces sources-là. Et c'est ce qui m'a permis de chercher, de me stimuler intellectuellement, de comprendre, et puis de me dire, mais finalement, nous sommes toutes féministes et musulmanes. Il n'y a pas à se poser de questions, nous le sommes, nous sommes dans le féminisme musulman depuis 20 ans. Il a juste fallu mettre des mots, et puis le féminisme musulman est devenu un peu ce buzzword, ce terme vedette qu'on s'appropriait dans les organisations féminines musulmanes. On s'est engagé ensuite dans ce processus où avec audace, avec réflexivité,
nous avons mis en place des actions et ça a commencé notamment par les collaborations avec les féministes d'horizons divers et on a commencé à s'engager sur les luttes pour tous les débats, toutes les discriminations que les femmes vivaient, problème d'accès à l'emploi, accès à la santé, etc., etc. Ça a créé de la solidarité féministe, de la solidarité intersectionnelle et puis ça a réconcilié aussi certaines féministes qui avaient cette image négative à l'endroit donc, du foulard. Parce que moi, je me souviens que les premières réunions qu'on avait, par exemple, le collectif des féministes pour l'égalité, qui rassemblait des féministes d'horizons divers et qui est né suite à la loi en 2004 contre le foulard, qui était donc présidée par Christine Delphi. Les premières réunions que nous avions, c'était sur le foulard islamique. Il a fallu vraiment mettre à plat chacune ce qu'elle ressentait. Moi, encore aujourd'hui, je collabore avec des femmes qui sont féministes et qui continuent d'avoir un malaise avec ce que nous avons et ce que nous portons. Même si aujourd'hui, le foulard, vous prenez 1000 jeunes filles, vous aurez 1000 raisons pour lesquelles elles portent le foulard. Il n'y a pas une raison simple. Et autant de raisons de porter d'ailleurs. Et autant de raisons que d'être humain sur Terre. Et de façon de le porter en plus. De façon de le porter, exactement. C'est et c'est bien la preuve qu'on est au-delà d'un féminisme musulman, puisqu'aujourd'hui les femmes entretiennent un rapport à leur corps, entretiennent un rapport à leur manière de se vêtir, et la modest fashion en est la preuve. C'est qu'il y a aujourd'hui des manières très créatives et innovantes de porter le foulard. Et d'ailleurs, on se demande même aujourd'hui, mais ce que tu portes, est-ce que c'est un foulard ? Voilà, il y a... Alors, pour bien comprendre, quelles sont vos revendications aujourd'hui ? Si vous en avez. Que revendique le féminisme musulman ? Moi, c'est comme fiche la paix. D'accord, bon. Que j'assume que c'est mon problème si je suis voilée, voilà, que ça regarde personne, que je suis ni malheureuse ni dangereuse, que je suis la première concernée par mon propre bonheur. Donc voilà, si je faisais quelque chose qui me rendait malheureuse, si je devais le faire, je le ferais pas. Donc voilà, ça ne regarde que moi et qu'on me laisse tranquille avec mon foulard, voilà, tout simplement. D'accord. Alors, personnellement. Quelles sont les questions finalement que les féministes musulmanes posent aux savants musulmans ? Alors moi, pour avoir participé, c'était en 2008, à la Rabeta des Ulema au Maroc. Donc à l'époque, j'étais vice-présidente du GIRFI, le groupe international de réflexion sur les femmes en islam, qui était présidé par Asma Lamrabet. Rabeta, c'est quoi ? Rabeta des Ulema, donc c'est une institution qui rassemble des savants musulmans. Et c'est vrai que nous avions eu une réunion sur lesquelles, alors moi je venais avec mon vécu en Europe, mes problématiques, mes questionnements en tant que femme. C'est vrai que lorsque nous étions autour de la table avec ces savants, les questions qui revenaient, c'était principalement liées au foulard. Il faut savoir qu'il y a des jeunes filles qui veulent le porter, mais en contexte européen, elles ne peuvent pas. Donc, quelle est la position des savants ? Est-ce qu'il faut arrêter l'école ? Est-ce qu'il faut retirer le foulard à l'entrée de l'école ? Donc, c'était principalement des questions liées au foulard, si mes souvenirs sont bons. Il y a eu la question du divorce, les questions liées au mariage, les questions liées à l'héritage. Aujourd'hui, quand vous avez des femmes qui sont divorcées seules, qu'est-ce qu'on a à leur proposer ? Est-ce que c'est toujours un huitième ? Même si dire un huitième, c'est un raccourci. On sait que c'était du cas par cas. Un huitième de l'héritage. De l'héritage, pardon. Donc, ce sont la question de l'avortement aussi. Donc, toutes ces questions-là, qui sont des questions tabous et pour lesquelles, aujourd'hui, les communautés musulmanes n'ont pas véritablement apporté de réponse en phase avec le contexte actuel occidental. Toutes ces questions sociétales, comme on les appelle aujourd'hui. Et ça avance, puisqu'on voit aujourd'hui avec on voit surtout le débat sur la PMA, par exemple, aujourd'hui. Tout à fait. La GPA, donc c'est vraiment des questions importantes. Exactement. On va parler de leadership, si vous voulez bien. Aujourd'hui, ça veut dire quoi, se réapproprier son propre leadership ? Ça s'apprend à devenir leader ? Alors, déjà, le leadership, c'est un terme très galvaudé, il faut savoir. Beaucoup essaient de s'approprier des définitions, mais il y a autant de leadership que d'êtres humains. Moi, je le dis souvent, on en a tous en soi. Est-ce que tout le monde est un leader ? Alors, ou est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout faits pour... Alors déjà, un leader, derrière, il y a beaucoup de soft skills, beaucoup de compétences, des soft skills. C'est des compétences comportementales, relationnelles, émotionnelles, spirituelles d'ailleurs aussi. Les compétences de demain, les compétences douces. Fondamentales. Voilà, l'écoute, il y a beaucoup de choses. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un leader ? C'est une personne qui a cette capacité, ce don de fédérer un ensemble, un collectif, et les mettre au service d'un objectif qu'il a construit. Mais c'est aussi une personne qui s'intéresse profondément à l'autre, parce qu'il va détecter en fait le talent chez chaque personne, chez chaque collaborateur, chez chaque personne dans l'associatif, pour justement atteindre
la cible qui le dépasse. Donc, il est au service lui-même d'un message. Donc, il oublie vraiment sa personne. C'est une personne qui est vraiment, on dit, qui a de l'empowerment. Vous savez, ce mot qu'on entend souvent. Et c'est la capacité à faire, à construire. Alors, attendez, l'empowerment, c'est quoi? C'est se réapproprier? C'est quoi? C'est de la mise en mouvement, en fait. Ouais. C'est un mot en anglais. C'est tout ce qui est mouvement. L'engagement, c'est s'engager sur un chemin. Et donc, il y a des leaders qui sont innés. Clairement, mais ce sont des compétences comme l'empathie. C'est pas parce qu'on l'a en soi qu'elle ne peut pas disparaître. Donc ça se travaille. C'est comme l'art oratoire par exemple. C'est un art créatif. Donc il se travaille. Il faut de l'entraînement. Donc il y a des compétences qui sont innées et d'autres qui sont censées être travaillées pour se déployer. Mais pour les déployer, il faut déjà les dévoiler. Et c'est tout un système de déconstruction, de croyances, de paradigmes, de biais de confirmation, des biais cognitifs qu'on va travailler d'abord à l'intérieur de soi-même, d'où le processus de développement personnel au service d'un processus de développement collectif. Donc déjà, il y a toute une notion tête-cœur-cœur, tête-cœur-corps à aligner, donc un rapport au corps et à l'âme très profond. Et il y a aussi toute une notion de projection, de purification de ses projections vis-à-vis des autres, parce que le leader, il transmet un message, donc il va communiquer, donc il va avoir un impact. Donc qui dit impact dit une influence. Donc influencer pour convaincre, pour manipuler. Donc vous voyez, cette notion d'intention, elle est très importante. Donc on en revient aussi à cette intelligence émotionnelle, d'être pur aussi avec ses intentions, de se connaître, quelles sont mes valeurs. Moi, si vous me demandez le féminisme, il me fait penser à quoi? 2 mots, l'altérité et la liberté. Pas plus. Je suis libre en dedans, mais j'accepte la différence en dehors. Et ta bonne idée est la mienne. Je ne te juge pas pour ce que tu ne sais pas faire. Je vais t'aider à te déployer, à te développer, à apprendre une compétence qui a du sens pour toi. Parce que si ça a du sens pour toi, ça a du sens pour moi. Et donc, ça a du sens pour notre mission de vie. Parce qu'en réalité, on a tous la même. On recherche tous une quête du bonheur. On recherche tous un bien-être profond. On recherche tous à dormir apaisé, à se lever apaisé, à avoir des outils, des tips, qu'importe, pour justement sortir de l'épreuve. On a été créé avec un système de résilience profond. Et on ne s'en rend pas compte. Parce que l'être humain n'aime pas souffrir. Et pourtant, c'est dans la souffrance, c'est dans la transformation. Une femme, quand elle accouche, elle souffre, mais elle donne la vie. Après le jour vient la nuit, après la nuit vient le jour, après la pluie vient le soleil. Enfin bref, on est dans un système profond de résilience, où même quand on est malade, si je me permets juste de vous donner par exemple l'exemple d'une personne qui a une grippe, elle va être malade, et qu'est-ce qui se passe quand elle est malade? Elle va se retrouver isolée dans son lit, à transpirer. Limite, vous avez déjà vu un homme malade qui a une grippe, c'est la fin du monde. Ah, c'est même un rhume. Un rhume, on est d'accord. Vous n'avez pas besoin de la grippe. Qu'est-ce qui se passe quand vous regardez un peu ce qui se passe sous un point de vue systémique, etc. Donc la maladie est un système qui rentre dans votre système de santé mentale. Vous vous retrouvez seul. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous-même? Vous avez tout vous avez un système immunitaire super puissant qui est en train de créer, d'accoucher d'un anticorps qui va vous sauver. Pour autant, vous êtes extrêmement affaibli. Oui. Et ben c'est comme les déceptions amoureuses, c'est comme les blessures, c'est comme les épreuves, les circonstances, les situations, un licenciement, un divorce, la perte d'un être cher. Ça nous fait souffrir, mais à l'intérieur de nous-mêmes, on a les clés, on a les solutions, les ressources pour justement en sortir profondément. C'est le système de résilience qui fabrique donc le matériau qui subit un choc et qui va se transformer en un matériau beaucoup plus fort. Boris Cyrulnik sort de ce corps, moi je vous le dis. Bien. Et alors, comment on peut vous rejoindre, vous contacter? Alors, comment on peut me rejoindre? Je ne demande pas votre 06, je demande pour toutes celles qui voudraient suivre une formation. Alors, j'ai une page Instagram, dawila.salmi. De toute façon, il n'y en a pas 40 000 des Dawila généralement. C'est vrai. Il n'y en a pas, c'est pas commun. J'ai aussi une page LinkedIn, une page Facebook. Donc, ce sont surtout des plateformes, entre guillemets, dans lesquelles, que j'utilise pour transmettre mon message, ma philosophie de vie, un savoir-être. Voilà, je partage des choses, ce que Dieu m'a permis d'apprendre, j'essaie de le transmettre sous cette plateforme-là. Après, je travaille... on me contacte via un email et je réponds aux questions. Bien. Marie-Odette Mariam Pignero, je rappelle le titre de votre livre. Je suis musulmane voilée et non, je ne sais pas faire le couscous. Très très bon titre de livre. On le trouve où votre livre, Marie-Odette? Chez Amazon pour l'instant, puisque je suis en auto-édition. Voilà. Et puis le livre de Malika Hamidi vient de ressortir, Un féminisme musulman et pourquoi pas, aux éditions de l'Aube, en vente dans toutes les bonnes librairies. Merci à toutes les trois d'avoir été avec nous et passez un très bon dimanche sur Beurre FM. Merci à vous. Merci beaucoup Philippe.